L'hospitalisation sous contrainte est légale. Il n'en reste pas moins qu'elle paraît souvent illégitime. Pourquoi ce sentiment ? Sans doute parce que notre conception de l'éthique est spontanément plutôt déontologique que conséquentialiste, pour dire les gros mots. Autrement dit, nous croyons que la moralité d'une action réside plutôt dans sa conformité à un certain nombre de principes plutôt que dans son résultat, aussi bénéfique soit-il. Certes, l'hospitalisation sous contrainte peut sauver la vie de certains patients, mais il n'empêche qu'en contraignant, elle nie ce qu'il y a en eux de proprement humain, c'est-à-dire justement leur autonomie. Pour répondre à notre question, l'hospitalisation sous contrainte nie-t-elle forcément l'autonomie des patients ? Autrement que par un oui ferme et définitif, il faut donc abandonner la perspective déontologique. L'examen du critère de dangerosité nous avait conduit sur une voie d'inspiration conséquentialiste. Il semble que l'on puisse justifier l'hospitalisation sous contrainte par son résultat, la vie contre la mort, la santé contre sa mise en péril. La difficulté, évidemment, est que nous semblons perdre la notion d'autonomie au passage. Dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte, le patient est soumis aux règles décidées par l'institution médicale du point de vue de ses fins. On lui impose la vie, éventuellement la santé, comme de ses moyens. On lui impose l'hospitalisation, le plus souvent assorti d'un traitement médicamenteux et d'un accompagnement psychothérapeutique. Il faut donc adopter encore un autre point de vue et considérer que l'hospitalisation sous contrainte est un moyen non seulement en vue de la conservation de la vie, mais surtout en vue d'une restauration de l'autonomie au sens fort du terme. Autrement dit, elle ne vise pas tant à empêcher une action, dans notre cas le suicide, que de permettre aux patients de recouvrer la capacité d'adopter un regard réflexif et critique sur cette action. Il s'agit de restaurer, autant que possible, la rationalité de son vouloir, pour parler comme Fagot-Largeau. Revenons à notre patient. La question qu'on doit se poser est dans quelle parole ou dans quel acte s'exprime son autonomie au sens fort du terme. Est-ce dans son refus de l'hospitalisation ? Ou est-ce plutôt dans son appel à l'aide, dans le fait qu'il soit venu aux urgences ? Deux éléments sont ici à prendre en considération. Le premier est que les idées suicidaires de ce patient résultent clairement d'un état pathologique. Tout indique qu'il traverse un épisode dépressif, et non d'une délibération entièrement rationnelle, comme celle de Socrate choisissant de boire l'acidu. Le deuxième élément est que le patient exprime la volonté de sortir de cet état pathologique. Il est par conséquent clair que c'est plutôt dans cet appel à l'aide que s'exprime son autonomie, ou tout au moins sa volonté de la recouvrer. C'est cela qu'il faut entendre. Mais attention, pour que l'hospitalisation sous contrainte soit entièrement justifiée d'un point de vue thérapeutique, comme une mesure visant une restauration de l'autonomie au sens fort du terme, il faut déployer les moyens pour que cette fin soit effectivement poursuivie et autant que possible atteinte. Il ne s'agit pas simplement d'inciter le patient à être raisonnable, entre guillemets, c'est-à-dire de le rallier aux raisons du médecin, qui, en raison même de sa mission, choisira toujours la vie contre la mort, et la santé contre sa mise en péril. Il s'agit bien de donner au patient l'occasion d'exercer son autonomie, non seulement relativement aux moyens thérapeutiques que lui présente le médecin, mais bien également aux fins qu'il désire poursuivre, telle ou telle forme de vie, éventuellement périlleuse, et parfois la mort. Une mesure telle que l'hospitalisation sous contrainte exige donc de la part de l'institution médicale des moyens considérables. D'abord du temps. Il faut proposer un accompagnement à moyen, voire à long terme. Et ensuite, des moyens humains, des psychiatres, mais aussi des psychologues, éventuellement des assistants sociaux, etc. Il s'agit autant que possible d'aider le patient à stabiliser ses affects, ce qui est le propre du travail psychologique, aussi bien que son environnement, ce qui est le propre du travail social, afin de redonner à son vouloir la possibilité de s'exercer rationnellement. Pour être justifiée, l'hospitalisation sous contrainte ne doit ainsi pas être considérée isolément,
mais comme la première étape d'une prise en charge permettant au patient de rétablir les conditions d'une véritable autonomie dans tous les domaines de son existence.